Team Soupé. Duel au soleil. Et Ken Loach sort Ça s'appelle La maman et la putain de Jean Le Eustache. voleur de bicyclette. Porco Rosso. C'est Harold et Maude. Napoléon, d'Abel Danse Gance. avec les loups. Et La rivière sombre. La haine de Mathieu Kassovitz. Je l'ai vu, je devais être en première. Ouais, je pense que j'étais en première ou terminale. Moi, c'est pendant l'enfance, c'est-à-dire entre l'âge de 8 et 12 ans, j'ai vu beaucoup de films avec mon père à la télévision. Au lycée, véritablement, j'ai pas vraiment de film qui m'ait marqué parce que je crois que j'étais un peu trop concentrée sur l'école. Puisque je l'ai vu au lycée, je l'ai vu dans le cadre de ce qu'on appelle le ciné-club anglo-américain. Quand j'étais au lycée, je faisais partie d'un programme de films qu'on allait voir avec mon professeur de philo, donc lycéen au cinéma. Et j'y suis retournée, en fait, moi j'y retournais au ciné-club quand j'étais dans ma première année de licence. Je retournais en fait aux séances du ciné-club qui était le vendredi soir, donc en fait qui permettait aux extérieurs ou aux anciens élèves de revenir. Avant le cinéma, pendant très longtemps, c'est du cinéma de divertissement. On n'était pas à la maison, on contrôlait un petit peu aussi ce qu'on regardait comme cinéma. Et donc on était vachement dans du cinéma, j'allais dire grand public, très familial ou très nostalgique. Mes parents sont très nostalgiques, donc c'était les adaptations de Pagnol, c'était... voilà, fallait que ce soit très cocoon. Et puis après, adolescence, c'est les films que tu vois avec tes potes, les films d'action, les James Bond, les trucs comme ça. Et donc il n'y a rien qui marquait, quoi. Il n'y a rien qui figeait comme ça dans le temps, dans la vie qui parlait. Et puis je suis partie en Irlande, je suis partie vivre en Irlande, j'avais 20 ans. Et Ken Loach sort Le vent se lève. Et mon oncle l'avait enregistré, il avait vu passer ça à la télé, il l'avait enregistré sur VHS. Et du coup, moi j'avais pas la télé chez moi, donc j'étais allée le voir chez mes grands-parents. On venait, je dis on parce que c'était moi et les copains à l'époque. Hein. Quand je disais que j'étais français, les mecs me disaient « Oh la haine !» C'était vraiment important pour nous. Et je ne l'ai jamais revu. Bien sûr, je les ai vus jeunes dans le cadre d'un rituel, comment dire, avec mon père et mon frère. Et jamais de ma vie, mon père m'a emmenée au cinéma toute seule, c'est jamais arrivé déjà. On était en panfranquisme, mes parents ont acheté une télé quand j'avais 5 ans, une télé en noir et blanc avec du chêne. Alors je me suis imbibé parce que quand on a 8-9 ans, on est en bonne partie regardé par les films. Donc, ma rencontre avec le cinéma, elle date d'avant. Elle date plutôt du primaire que du lycée. J'ai eu la chance d'avoir un père cinéphile. Et en fait, c'est un des premiers films qui m'est marqué, c'est Citizen Kane. Et j'étais seule, je vivais encore chez mes parents. Et là, ça a été une rencontre incroyable. J'avais entendu parler d'un film qui s'appelle La maman et la putain de Jean Eustache quand j'avais à peu près 18-19 ans. À l'époque, le film était invisible, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais été édité en DVD. Donc ça participait de son aura, c'était un objet comme ça assez mystérieux. Et donc j'avais juste vu cette séquence. Et j'avais entendu parler de ce film, et donc j'étais un peu fascinée par tout ça. Ça devait être terminale. Et on était dans une salle, dans un cinéma indépendant, enfin d'arrêt d'essai de la ville d'où je viens, de Grenoble. Et c'est un cinéma dans lequel j'avais fait mon stage de 3e. C'est un cinéma auquel je suis très attachée. J'étais en 4e, je crois. Et que l'essentiel de l'intérêt, il se passe quand on est jeune. Et quoi qu'on devienne plus tard, finalement, c'est ces souvenirs-là qui nous font, en fait, qui nous construisent. Je vois déjà tellement d'images jeunes que je trouve que découvrir ces films à 14-15 ans, c'est presque trop tard, en fait. Quand on le regarde de l'enfant et ses personnages très méchants et en même temps fascinants. Dans Miyazaki, par exemple, c'est un des rares films que je voyais quand j'étais petite qui passe le test de Bechdel, je crois. Et alors toi, tu dis Napoléon, mais pour moi, c'est pas Napoléon. Pour moi, c'est la Révolution française, ce film. Plus tard, j'ai revu le montage, j'ai revu le rapport à la mémoire. La sensation que j'avais, c'est qu'il n'y avait pas de plan fixe. Enfin, ça bougeait tout le temps. Et je crois que c'est ça aussi qui faisait qu'on était emporté par le souffle de la Révolution. C'est que la sensation d'avoir un focus sur une scène et que tout bouge autour. Il y avait tout le temps du mouvement. J'ai eu l'impression de comprendre qu'il y avait une autre manière de raconter. C'était une leçon de cinéma et lui, un maître du cinéma. C'était une histoire qu'on me racontait d'une autre manière parce que bon, sinon ce qu'on voyait c'était des westerns, alors la chevauchée, tagalac, tagalac,
on attend qu'il soit arrivé pour nous montrer autre chose. Enfin, je sais pas, là c'était le fourmillement en fait de cette foule parisienne, et puis des îlots d'émergence d'idées, de tendances qui vont faire que l'histoire a pris le chemin qu'elle a pris, quoi. Et donc ça, c'était quelque chose que je trouvais assez fascinant. Je me souviens, dans sa chambre, il y avait des affiches, il y avait les affiches du lac, il y avait les affiches du MLF, puis il y a les affiches contre la guerre du Vietnam, etc. etc. C'est un petit peu moins, je me souviens que c'était tout à fait fascinant et joyeux quand j'étais enfant. Et donc j'avais du mal à comprendre d'où ça leur venait. Et en même temps, j'étais dans le pays et je sentais que c'était partout, quoi. Cette identité, elle était importante dans les lieux, dans les paysages, dans l'atmosphère. Ça m'a émue, en fait. Je me suis dit, ils ont un lien, en fait, à ce qu'ils sont, à leur identité, voilà, à leur terre. Et pour moi, c'était nouveau et ça me touchait vachement. Je me souviens, alors pour le coup, sur mes années adolescentes, il y a Tim Burton qui avait sorti un film qui s'appelait Big Fish. Et Big Fish, c'est un film, c'est magique, quoi. Et tu le vois questionner son père en lui disant, mais est-ce que finalement je peux enfin avoir la vraie version de ta vie, en fait? Est-ce que tu peux arrêter de me raconter des trucs improbables et juste me raconter la vraie vie? Et en fait, le père n'a pas envie. C'est pas sa version, c'est pas le choix qu'il a fait. Et ça nous parlait pour énormément de choses. Quand je repense au film, je pense au temps qui passe pas. Quand tu es dans le quartier, que tu travailles pas, tu fais pas d'études. Donc ce temps qui a l'air infini, qui passe pas. Une leçon un peu glaçante sur le pouvoir des références et des images. Je trouve que le cinéma, ça nous apprend la vie. Et pour moi, ça a été un plaisir inouï, indescriptible, quand je suis devenu un adolescent cinéphile, de redécouvrir tous ces cinémas-là. Mais il y a 2 films que je n'ai jamais voulu revoir. Et donc c'est toute la question politique, quelle place on laisse à ceux dont les idées sont jugées dangereuses. Donc c'est à la fois un thriller, Ce que j'ai aimé, c'est qu'il est associé, effectivement, il y a le questionnement que ça pose, mais à travers le cinéma. Attention, on parle d'un cinéma, le Mazarin de Nevers, il n'y a pas des films en VO. Moi j'ai vu que des films en VF, j'ai découvert la VO en arrivant à Paris pour ma prépa, je savais même pas que ça existait. Je croyais que c'était un truc qui existait que dans les salles des profs de langue. Vraiment, c'est pas des blagues, je savais pas que ça existait. Mais évidemment, j'étais d'autant plus attirée par des cinéastes un peu marginaux, un peu différents. Alors le son était catastrophique, même si déjà à l'origine le son captation directe, donc le son est assez mauvais. Et l'image également était pas terrible, mais pourtant ça n'enlevait absolument rien à la magie de ce film. C'est-à-dire le personnage qui arrête pas de se suicider et qui est obsédé par la mort, qui sait pas quoi faire de sa vie, etc., etc. Et finalement qui apprend à vivre avec quelqu'un de beaucoup plus âgé, avec Maud qui est évidemment beaucoup plus âgé, qui a vécu d'autres choses aussi. La scène extrêmement frappante avec les marguerites où Maud disait les gens, on leur fait croire qu'ils sont comme ça en montrant un champ alors qu'en fait ils sont uniques. Ça m'apparaissait et ça nous apparaissait comme des messages hyper importants et qui faisaient du bien à entendre quand même. En fait, ils m'ont plu parce que pour moi, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a un personnage lié à l'enfance, le romanesque, l'affrontement, les dangers. Et puis à la fin aussi, la fin est très très belle parce qu'ils sont sur les rochers et ils s'entretuent et ils se retrouvent, voilà. Donc je me souviens, donc, il y avait mon père qui était à ma gauche, j'étais là, je regardais, c'était long, il y avait des moments où j'avais peur, il y avait des moments où je pense que j'étais... j'en sais rien, avec le recul évidemment on doit bien reconstruire le truc, mais j'admirais les paysages et je comparais à Manièvre avec ses forêts et ses lacs et ce que je connaissais. En termes scénaristiques, on pourrait très bien se dire, le film ne raconte rien. Or, c'est tout le contraire. J'avais l'impression à l'époque j'ai l'impression toujours aujourd'hui, que ce film raconte tout. C'est-à-dire, ce film nous dit tout. Il est complètement enfermé déjà dans un certain nombre de choses. Autant elle est complètement, ça y est, elle a tout vécu et donc a priori elle n'a plus rien à faire de rien et elle peut vraiment faire ce qu'elle a envie de faire. Et elle est quand même libérée de beaucoup de préjugés, de beaucoup d'idées préconçues, etc. Alors que lui, il est encore dans des modes de pensée qui sont des modes de pensée hyper stéréotypés quand même. Et je trouve que ça correspond à l'adolescent où on est à la fois complètement révolté, mais on a quand même beaucoup de mal à essayer de penser hors des normes. Et que
faire éclater ça, faire éclater cette espèce de façon de réfléchir et de penser, c'est pas si simple, quoi, quand même. Il y a une jubilation presque dans la façon dont les personnages s'emparent de l'équivalent de science-fiction de leurs armes, de jubilation à complètement déshumaniser, en tout cas vraiment à repousser les frontières de qu'est-ce que c'est que l'autre. Et ça nous parlait beaucoup parce que La haine s'est tournée à Chanteloup-les-Vignes. Donc c'est pas la banlieue, c'est pas la première couronne parisienne, on est plutôt sur une banlieue qui est un peu éloignée, moi je viens du Val d'Oise, on était un peu dans la même configuration. C'est un choc, c'est un choc. Ça m'a bouleversé parce que pendant des mois, des années, j'y ai pensé. Il n'y a pas grand monde dans la salle, dans ma tête. Peut-être qu'il y avait du monde, j'en sais rien, mais dans ma tête, j'ai l'impression d'être un peu seule au monde, mais parce que je suis avec mon papa et que je suis contente. Et surtout, je crois bien que c'est la première fois que je vois un film pour grands. Et puis l'histoire d'amour que j'avais trouvé super. Alors, je me rappelle plus du nom que porte Kevin Costner dans l'histoire. Je m'en souviens plus. Je sais qu'après il devient Danse avec les loups une fois qu'il devient, qui fait partie du camp et du clan des Indiens. Je sais même plus ce que c'est. C'est des Cherokees, je sais plus. En tout cas, je sais que la fille qui est née du côté américain et qui finalement est devenue elle aussi indienne, elle s'appelle Dresser avec le poing. Je me rappelle juste de ça. Et voilà, je me souviens de cette fille. Je me souviens que je les vois tous les deux se rapprocher. Je crois qu'il doit y avoir des scènes, peut-être une scène de sexe ou je sais pas quoi, qui a dû un petit peu me gêner quand même, vu que j'étais avec mon père. Mais j'avais trouvé ça trop bouleversant, parce que dans les films de Louis de Funès, il y a moyen des scènes de sexe et pas trop d'amour, quoi. Je pense que ce qui m'avait plu, c'était en fait d'être perdue dans ce film. Je pense qu'avant aussi, j'avais peut-être pas vécu suffisamment de choses. Je remarque beaucoup que les films me touchent quand à un moment je trouve une connexion avec moi. Pas parce que ça me concerne, pas parce que j'ai vécu forcément la même histoire, mais que d'un coup ça touche à des sentiments, à des sensations que j'arrive à reconnaître. On n'est quand même pas forcément bien dans sa peau, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas, etc., etc. Et vraiment, ce personnage qui était obsédé par la mort, qui passait sa vie dans les cimetières, qui était obsédé par le suicide, etc., c'était un double, quoi, enfin. J'avais à ce moment-là, quand je l'ai vu dans la télé espagnole, l'âge de l'enfant, qui est le fils du personnage principal. Mon père, quand le personnage principal allait travailler avec une bicyclette du même genre, du même style. Et voilà, donc c'est un peu étrange parce que le cinéma, c'est plutôt un outil pour, des fois, faire rêver, changer un peu de monde. Mais nous, on avait ce besoin aussi de pouvoir se retrouver sur l'écran et personne nous avait, entre guillemets, offert ça. Là, on n'avait pas un besoin de rêver, on avait besoin de pouvoir un petit peu se reconnaître, se retrouver dans un film. Et c'est le premier film qui nous a donné un petit peu cette opportunité. On n'a pas voyagé à travers le cinéma, mais le cinéma a fait voyager un petit peu une certaine réalité qu'on connaissait. Mais ça n'empêche pas que c'est des films qui ont une modernité quand même, malgré cette dimension un peu, peut-être oui, problématique dans le rapport à la famille, parce que je trouve qu'il y a des vrais rôles féminins. Et en même temps, qui ne fasse pas que faire rêver, mais qui me parle vraiment. Et même à l'âge adulte, ça m'a accompagné toute mon adolescence, toute ma construction. Et ça dit quelque chose de notre monde, des rapports de domination qui peuvent s'y développer. Et je me souviens que j'avais eu l'impression en voyant ce film que ce film s'adressait à moi, que les personnages parlaient à ma place et que ce que je n'arrivais pas à dire dans ma vie personnelle, ces personnages-là arrivaient à dire ces choses-là. Et je sais que quand je rencontre une personne, quand je m'attache à quelqu'un, j'ai tendance à dire à cette personne « Regarde La Maman et la Putain et tu comprendras qui je suis ». Alors bon, c'est hyper prétentieux et très excessif de dire ça, mais voilà, j'ai un peu l'impression j'avais l'impression de ressentir ça, j'ai encore l'impression de ressentir ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a à un moment donné, il y a donc le personnage d'Alexandre, Jean-Pierre Léaud, qui dit qu'il faudrait parler avec les mots des autres. Je ne sais plus exactement, mais c'est un peu ça la formule, et je ressens vraiment ça quand je pense à ce film-là, c'est-à-dire les personnages parlent à ma place, quoi. Que ce sont des films qui peuvent être vus par tout le monde et qui peuvent être revus plusieurs fois, sans jamais perdre à chaque fois leur beauté, leur grâce. Ceci
est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence, et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale.